Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai reprise parce que mon ordinateur a bugué. Je voulais faire une petite vidéo pour vous parler, pour essayer d'expliquer la situation actuelle que nous vivons, parce que nous sommes dans une situation de crise mondiale. Alors il y a une crise sanitaire effectivement, mais bon, cette crise sanitaire, qui est une crise épidémique, ce n'est pas la grippe espagnole, hein. Il n'y a pas des millions de morts, même si on a dépassé le million de morts dans le monde. Mais c'est avant tout une crise économique que nous allons vivre, et une crise économique terrifiante, puisque nous n'en avons jamais vécu de pareil, en tout cas de la façon dont elle s'exprime économiquement. Donc, ce qui serait intéressant de voir dans cette crise que nous allons vivre, c'est qui sont les grands vainqueurs de cette crise, parce que quand il y a des perdants, il y a aussi des gagnants, qui sont les grands vainqueurs de cet effondrement, parce qu'on a l'impression d'avoir une espèce d'effondrement mondial, de l'économie mondiale, mais on voit que certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu et que certaines puissances économiques, je ne dirais pas que des nations, parce qu'il y a des nations, mais il y a aussi des puissances économiques qui ne sont pas réellement des nations, qui ont tiré leur épingle du jeu et qui s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Alors, les grands vainqueurs de ce bouleversement apocalyptique, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande Eurasie, cette espèce d'association qu'on voit naître, hein, qui existait déjà avant l'arrivée du Covid, qui est cette association économique Chine, Russie, Allemagne, ou Allemagne, Russie, Chine. Ceux-là sont les grands vainqueurs de ce changement qui va voir s'effondrer une grande quantité de sociétés, d'États et des pans entiers de l'économie de certains États. Alors, pourquoi l'Eurasie, allemande, russe et chinoise, s'en sort? Tout simplement parce qu'ils sont alliés, bien avant le Covid, une alliance qui n'était pas visible, qui était un peu cachée, mais une alliance tout de même, puisque l'Allemagne, qui est un pays fait de Länder, donc un pays qui n'est pas centralisé, qui est un pays d'ingénieurs, où il y a une combativité des Länder entre eux pour former des ingénieurs, et pour voir cette combativité, voir naître des industries qui génèrent de la haute technologie industrielle et qui fournissent à la Chine et à la Russie beaucoup de technologies industrielles qu'elles ne sont pas capables de créer. La Chine étant avant tout une productrice d'objets manufacturés, alors elle fait aussi de la recherche scientifique, mais ces productions dépendent en général des brevets qu'elles achètent une fortune. Elles ne font pas que copier et piller, il faut faire très attention à la Chine, qu'elles achètent une fortune, par exemple à Allemagne qui a fait une spécialité de vendre ces brevets de haute qualité pour l'industrie, hein, à la Chine, pas les derniers, mais juste ceux d'avant, hein, qu'elle vend aussi, hein, avec du matériel haute technologie qu'elle produit en faible quantité, hein, qu'elle va vendre à la Chine ou même à la Russie. Alors, quand on voit la Chine, on peut s'apercevoir que les usines chinoises sont en grande partie construites et fabriquées avec de l'ingénierie allemande
pour voir une production chinoise optimale. Les Chinois gérant et administrant extrêmement bien les hommes, ce qui leur permet de produire à bas coût des choses de, à la base, pas très bonne qualité, hein, ils nous balançaient du plastique pourri, mais de produire de plus en plus de produits de qualité supérieure, comme on peut le voir dans l'informatique, hein, avec leur téléphone, avec tous ces produits-là, hein, qui sont en fin de compte des rachats souvent de brevets. Alors il y a des brevets chinois, mais qui sont aussi beaucoup de rachats de brevets, alors pas qu'à l'Allemagne, hein, donc ils produisent, mais leurs grosses usines de production, hein, sont fabriquées en grande partie avec des brevets allemands. Même chose pour les Russes, hein, qui n'ont pas comme tradition l'économie de marché et qui demandent souvent à l'Allemagne, hein, de leur fournir technologie, de la technologie industrielle que eux ne produisent pas. Alors la Russie, elle, est un très bon allié de l'Allemagne et de la Chine, puisqu'elle a des matières premières, hein. Elle a énormément de gaz, elle a du pétrole, elle a aussi le pétrole et le gaz iranien, par exemple, et puis le pétrole de toutes les républiques du Caucase, hein, il y en a, hein, jusqu'au Turkménistan, hein. Donc elle gère une quantité énorme de matières premières, de combustibles fossiles qu'elle distribue, qu'elle vend à la Chine, mais aussi à l'Allemagne, hein, puisqu'on voit que le gaz russe arrive directement en Allemagne par le nord, l'Allemagne pouvant en partie se passer du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Elle continue à en prendre bien sûr, mais elle a la Russie comme allié traditionnel, hein. Alors, évidemment, il y a eu cette guerre de 39-45, hein, qui a vu l'Allemagne et la Russie s'affronter, mais traditionnellement, l'Allemagne et la Russie avaient tout le temps des intérêts économiques, hein. Ils bossaient souvent ensemble. Donc on peut voir qu'il y a cette alliance, hein, de la Russie qui fournit l'énergie à la Chine et à l'Allemagne, l'Allemagne fournissant de la haute technologie industrielle et les usines, on dit que c'est ce qui fabrique tous les outils, hein, c'est la boîte à outils du monde. Oui, elle fournit beaucoup d'outils industriels, mais pas forcément de l'outil au niveau informatique, ça c'est pas... Elle travaille dessus, elle est bonne, mais c'est pas que son domaine, hein. Elle, c'est l'industrie haute technologie, high-tech. Bien sûr, il y a dedans de l'informatique, mais c'est pas sa spécificité, mais elle fournit tout ça à la Chine et à la Russie. La Russie fournissant à la Chine justement ce pétrole et ce gaz, mais pas que. La Russie fournit aussi beaucoup d'armement à la Chine. Il n'y a qu'à voir, les porte-avions chinois sont travaillés d'après les plans russes, puisque les Russes sont des spécialistes de l'armement. Ils vendent de l'armement dans le monde entier. Ils ont une grande technologie de l'armement, mais des fois, ils ont besoin de technologies propres qu'ils achètent, par exemple, à l'Allemagne. L'Allemagne, par exemple, a fourni pas mal de matières haute technologie interne, hein, puisque pour les chars, le nouveau char russe T-14 Armata, hein, donc il y a eu de l'électronique, beaucoup d'électronique allemand qui est rentrée dedans, hein. Les Russes avaient besoin de ça pour faire ce très très bon char qui vient concurrencer les chars américains, les chars européens. Donc il y a une entraide, hein, vous voyez, entre l'Allemagne et la Russie fournit aussi beaucoup de technologies. Elle a de la technologie nucléaire, hein, qu'elle peut fournir à la Chine et qu'elle fournit à tout le monde. D'ailleurs, c'est une grande puissance nucléaire. Donc il y a cette association. En plus, la Chine a besoin de la Russie pour ouvrir son passage du nord-ouest pour aller communiquer grâce à ce réchauffement climatique, aller communiquer au niveau économique, hein, donc créer une route au nord pour mettre des cargos nucléaires, hein, qui passeront par le nord, ce qui permettra d'économiser beaucoup en taxes douanières d'ailleurs, et aussi en transport, économiser pour aller de la Chine à l'Europe, pour que la Chine puisse vendre toutes ses productions manufacturées à l'Europe, puisque la Chine vit essentiellement, en grande partie,
sur toutes les productions qu'elle fait, qu'elle fait pour les pays occidentaux. Mais pas que. Donc c'est une puissance énorme. Donc on voit que la Chine n'a pas été impactée en fin de compte par ce Covid, puisqu'elle s'en sort très bien. L'Allemagne, même si elle est impactée, son économie n'est pas tombée, et la Russie, elle en a un peu rien à foutre, puisque son économie n'est pas basée sur le commerce international, mais sur les armements et sur les énergies fossiles qu'elle vend dans le monde entier, ayant comme concurrents les pays du Moyen-Orient, qui, eux, sont en vérité sous domination américaine, puisque ceux qui exploitent les pétroles du Moyen-Orient, qui ont la technologie, qui ont les brevets d'exploitation, les autorisations, même si le sous-sol, même les actionnaires sont les grosses familles du Moyen-Orient, ce sont les Américains, donc la bande des Américains qui sont à Wall Street, qui sont derrière Biden. Donc ça, on voit que les grands vainqueurs, c'est la Chine, la Russie et accessoirement l'Allemagne. Mais on voit aussi que le lot de consolation, c'est l'Amérique, et l'Amérique de Biden, pas l'Amérique de Trump. Puisque cette crise que nous vivons, cette crise du Covid, a complètement éclaté la puissance trumpienne, puisque Trump était un président qui avait fait le meilleur bilan depuis plusieurs décennies, puisque c'était une remontée au niveau de l'emploi. Beaucoup d'usines, on va dire, beaucoup de production avait été relocalisée, et par la politique trumpienne, qui était une politique de surtaxation des produits chinois, ils obligeaient les hommes d'affaires à rapatrier les productions qu'ils avaient en Chine, en Amérique, ce qui permettait de créer de l'emploi à fond. Mais l'Amérique marchait énormément parce qu'elle avait le pétrole et le gaz de schiste, qui est certes polluant, mais qui permettait d'avoir une grande partie, quasiment la plus grande partie du pétrole et du gaz directement dans le sous-sol américain, et cela parce que Trump avait facilité ce pétrole qui est un peu cher à extraire, qui pollue pas mal et qui est un peu cher à extraire. Il y avait une politique de défiscalisation totale et d'avantages qui lui permettait d'avoir ce pétrole qui devenait pas trop cher. Mais bon, comme l'Amérique imprime ses dollars, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça crée de l'emploi, puisqu'il y avait tout un pan de l'économie qui s'occupait en fin de compte, de sortir ce pétrole par fracturation et ce gaz, et qui permettait à l'Amérique d'être autonome au niveau du pétrole et du gaz. Le problème, c'est que ce pétrole et ce gaz de schiste étaient un ennemi des pétroles et du gaz du Moyen-Orient, qui étaient sous licence d'exploitation par des grosses firmes américaines, en partie américaines, qui, elles, étaient à Wall Street et ont soutenu Biden pour couler Trump, puisqu'on a vu qu'on a mis sur Trump la gestion catastrophique de ce Covid-19. Alors ce Covid-19 est arrivé quand même sur une population qui était obèse, avec un système médical qui n'était pas forcément au top pour les plus pauvres, donc ceux qui étaient les plus impactés et qui avaient justement, qui étaient des victimes potentielles de ce Covid, puisque on sait que obésité, diabète sont des facteurs aggravants, et c'est ces individus qui meurent le plus rapidement quand ils sont touchés par le Covid. Donc on avait une énorme population complètement dégradée par une suralimentation américaine qui s'est effondrée, qui n'avait pas en plus un système social capable de bien gérer cette crise. Comme nous, à la rigueur, c'est un peu mieux. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu des chiffres de la mortalité supérieurs à ceux qu'on a eu en Europe. Donc on a mis ça sur Trump, mais c'était quelque chose qui était déjà avant, donc ce qui a fait oublier complètement le fait que Trump avait le meilleur bilan économique
parce qu'il y avait recentralisation de toutes les productions aux États-Unis, avec en plus ce pétrole qui était en abondance sous le sol, qui permettait un plein fonctionnement et avoir une espèce d'Amérique autonome qui pouvait, en fin de compte, vivre presque en autarcie. Trump avait déjà commencé à rapatrier une partie de l'armée, puisque Trump est un des rares présidents américains qui n'est pas un belliciste, comme dirait Mélenchon, hein, qui n'est pas un faiseur de guerre, et qui est plutôt un pacificateur. Alors s'il est pacificateur, c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres, c'est parce qu'il en avait les moyens, grâce à ce pétrole et ce gaz de schiste, qui ont rendu l'Amérique énergétiquement autonome, parce que sans énergie, votre pays, il coule, il s'effondre dans la guerre civile, hein, dans des troubles énormes. Et là, le fait d'avoir de l'énergie permettait à l'Amérique d'être autonome et de rapatrier ses troupes. Donc Trump avait derrière lui toute une économie, hein, qui le soutenait. Hein. C'était l'économie de ces pétroles et de ces gaz non conventionnels de roche, qui est une économie énorme. Hein. C'était la plus grosse guerre économique qu'il y a eu, juste avant, regardez mes vidéos, entre les pétroles conventionnels du Moyen-Orient et les pétroles et les gaz de schiste, qui avaient les mêmes alliés ou ennemis, hein, qui avaient les mêmes, qui avaient des alliés et des ennemis différents, hein, puisque les pétroles et gaz de schiste américains, qui étaient pro-Biden, étaient alliés en vérité à la Russie, qui ont comme concurrents les pétroles et gaz du Moyen-Orient, parce que ces pétroles et ces gaz sont des concurrents directs sur l'Europe pour vendre leurs produits. Pour ça qu'il y a des guerres. Il y a une guerre en Syrie, il y a une guerre Nord-Irak, il y a des guerres dans toute cette zone, parce que la Russie essaye de bloquer les acheminements ou de les entraver d'énergie vers l'Europe pour pouvoir vendre au meilleur prix, hein, donc, et pour pouvoir leur pétrole en Europe. Elle le vend déjà à la Chine et elle le vend à d'autres pays, mais c'était une raison qui essayait, parce que l'Europe est un pays qui consomme, un ensemble d'États qui consomment énormément d'énergie. Donc il y avait toutes ces guerres au Moyen-Orient, en vérité, ce sont des guerres pour l'acheminement du pétrole sur l'Europe. Hein. Donc une lutte américano, mais pas l'Amérique de Trump, l'Amérique des pétroles et gaz du Moyen-Orient, donc l'Amérique de Wall Street, pour pouvoir diffusé les pétroles à leur prix. Donc si la Russie bloque, hein, les pétroles coûtent plus cher, les pétroles du Moyen-Orient, et elle peut vendre les pétroles moins chers, ce qui avantage les États. C'est toujours des luttes pour l'énergie, il faut enlever tout le côté émotionnel. Donc il y avait cette guerre, et justement, le pétrole et gaz de schiste qui était derrière Trump était l'allié des Russes à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on dit que les Russes ont aidé Trump par la connaissance des réseaux sociaux. Alors, c'est fort possible, hein, même si Trump ne l'a pas décidé, ça arrangeait vraiment la Russie que Clinton ne passe pas et que Trump passe. On a vu que la politique de Trump a avantagé la Russie, puisque Trump a fait en sorte de bloquer, on peut dire couler les pétroles et les gaz du Moyen-Orient en défiscalisant les pétroles de schiste qui permettaient d'avoir de meilleurs coûts et d'avoir une concurrence de ces pétroles de schiste qui était une concurrence des pétroles du Moyen-Orient. La Russie, elle s'en fout, hein, elle continue à vendre sur l'Europe et elle continue à vendre sur la Chine. Donc, les pétroles et gaz du Moyen-Orient, visiblement, se sont associés à la Russie, c'est-à-dire les actionnaires des pétroles et gaz du Moyen-Orient, hein, pas les actionnaires, ceux qui ont les licences d'exploitation des pétroles et gaz du Moyen-Orient se sont associés à la Chine pour, visiblement, couler le gouvernement Trump qui représente en vérité leurs ennemis communs, pas l'ennemi de la Russie, mais leurs ennemis communs, qui sont en fin de compte une concurrence directe pour les pétroles et les gaz du Moyen-Orient parce qu'il y a le gaz de schiste derrière Trump, et pour la Chine, Trump était un énorme danger, mais un danger apocalyptique, hein, puisque le fait de rapatrier les entreprises en Amérique, en mettant des barrières douanières qui rendent les produits, les importations chinoises absolument pas avantageuses, fait que l'économie chinoise
s'effondrent, de nombreuses usines ferment, et ça génère, et ça peut générer, dans la classe moyenne chinoise, qui est à peu près 420 millions de personnes, c'est-à-dire plus que la population américaine, hein, même si les Chinois ont énormément de pauvres, ils ont une classe moyenne qui commence à peser dans la donne. Et une classe moyenne qui voit par la fermeture des usines et par la recentralisation des Américains de production à cause de ces barrières douanières, puisque la Chine ne devient pas avantageuse pour produire, cette classe moyenne voit son pouvoir d'achat baisser, donc fini l'écran plat à la maison, fini le voyage en Europe, hein, fini la belle berline ou la petite berline pour aller promener la famille. Et le problème, c'est qu'une classe moyenne qui commence à se révolter, ça devient un danger pour le pouvoir. Parce que ce ne sont pas les classes pauvres qui peuvent générer des révolutions, des troubles. Hein. Parce que les pauvres, ils bossent toute la journée, ils ne sont pas éduqués, ils n'ont pas les moyens intellectuels, c'est pas qu'ils sont bêtes, mais la formation pour réfléchir, pour voir loin, pour comprendre ce qui se passe. Hein. Et ils n'ont pas les relations pour pouvoir générer des remous et des troubles dans la société pour essayer de la remettre en cause. Évidemment, les révolutions peuvent s'appuyer sur les pauvres, mais elles sont générées en général par les classes moyennes hautes qui voient leur pouvoir baisser. Et là, ce qu'avait vu la Chine, c'est que la baisse du pouvoir d'achat, la baisse énergétique qui serait arrivée à cause de ces fermetures d'usines sur la classe moyenne chinoise aurait pu générer des révolutions. Et le Parti communiste chinois et l'Empire chinois, c'est le Parti communiste chinois, hein, qui fonctionne comme à l'époque de l'empereur, où il y avait l'empereur et les mandarins. Les mandarins, c'était une classe de fonctionnaires qui était un peu l'équivalent du Parti communiste chinois actuel, hein, a visiblement décidé de taper fort sur la table et de paralyser l'économie mondiale avec ce Covid-19 pour détruire Trump et pour empêcher cette relocalisation des productions chinoises des Américains en Amérique. Les Européens faisaient la même chose puisqu'ils suivaient un peu ce que font les Américains. Il n'y a pas les Allemands, mais ils le font en général. D'ailleurs, je rigolais parce qu'on produit des machines, nous, Larroque, et on a vachement avantagé actuellement, puisqu'il y a une augmentation, je crois, des barrières douanières de la douane des produits américains, ce qui fait que la production américaine, qui est en concurrence avec notre production, nous avantage énormément, puisque l'Amérique a des barrières. La France a mis des barrières douanières sur l'Amérique, pas sur la Chine. Hein. Trop puissant la Chine pour le moment. Hein. Donc on se retrouve avec des concurrents de machines que nous fabriquons de sport en moins, parce que justement des barrières douanières ont été mises et ça nous avantage énormément. Voilà. Petite parenthèse pour vous expliquer quand même comment ça se passe, que ça me touche moi-même personnellement. Ça nous avantage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la Chine a utilisé visiblement ce Covid pour bloquer l'économie mondiale et montrer qu'en arrêtant l'économie mondiale, vous avez vu, vous étiez confinés, plus personne ne pouvait travailler, en bloquant les économies occidentales, hein, je ne dis pas que le virus a été inventé par la Chine et balancé exprès, ou qu'il est sorti d'un laboratoire de Wuhan, j'en sais rien, je ne suis pas là-bas pour le dire, mais en tout cas, le fait de l'arrivée de ce Covid-19, ça a été instrumentalisé par la Chine pour bloquer visiblement l'économie mondiale en créant justement un blocage de toutes les productions chinoises, hein, une mise en stand-by de l'économie chinoise qui a, en fin de compte, bloqué complètement l'économie européenne et américaine, puisque nous dépendons énormément de leurs matières premières, tout en créant une panique, une peur, quelque chose de phénoménal, qui a complètement bloqué ces industries. Alors, on dit, mais la Chine est folle d'avoir tout bloqué, elle va perdre de l'argent, mais la Chine a énormément d'argent de côté, et le fait de bloquer les économies mondiales a montré que la Chine était capable de couler quasiment les économies occidentales en bloquant elle-même
son industrie, ses productions, et en fermant ses frontières. Quelque chose de colossal, quelque chose qui est impensable pour un Européen. Fermer l'Europe, bloquer l'économie, arrêter tout le monde, bloquer des villes entières, un Européen n'aurait pas pu y penser. Mais si on y regarde de plus près, c'est pas la première fois que les Chinois ont fait ça. Les Chinois, au XVe siècle, avaient la plus grande flotte marchande. Ils avaient décidé avec l'empereur et les mandarins de créer une flotte pour aller commercer en mer de Chine et un peu plus loin dans l'océan Indien et un peu partout. Et ils avaient, comme ça, construit et généré la plus grande flotte de commerce mondial de l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que cette flotte a commencé à prendre du pouvoir, de la force, et est apparue une espèce de caste de commerçants extrêmement puissante qui commençait à monter en puissance et à concurrencer la caste, on va dire, des mandarins, donc la caste des fonctionnaires et de l'empereur, et devenir une concurrence, bien qu'elle ait été générée par la Chine, elle est devenue interne à la Chine une concurrence. Et pour éviter de voir apparaître des troubles en Chine, des guerres internes, guerres civiles, famine, puisque la Chine, si elle a beaucoup moins de guerres que les Européens, en comparaison, il y a des laps de temps de paix plus importants, quand la Chine a des troubles internes, ce sont des troubles colossaux avec des famines colossales. Et l'empereur a décidé de s'aborder la plus grande flotte commerciale du monde pour empêcher la naissance d'un contre-pouvoir commerçant qui avait comme ambition de ramener des matières premières en Chine en échangeant ces matières premières contre des produits manufacturés chinois, c'est-à-dire à l'époque de la porcelaine peinte, c'était leur moyen d'échange extrêmement minutieux. Ils font la même chose avec leur plastique, les Chinois, ils vous envoient toutes les merdes possibles, très bien faites par les petites mains chinoises, toutes les merdes qui ne servent à rien, vous les avez, vous avez qu'à aller sur Wish, Alibaba, AliExpress, et vous allez voir toutes les merdes possibles qu'on vous envoie, fabriquées dans toutes les usines de Chine et qui font vivre des petits Chinois, qui leur permettent de manger. Le travail a une vertu sociale avant d'avoir une véritable vertu de produire des objets importants. Non, il unit les gens et il les occupe pour pas y avoir de révolution. Les Chinois faisaient la même chose et en fin de compte, ils occupaient des gens, ils leur envoyaient justement pour ramener des matières premières à l'époque, justement en échangeant cette porcelaine très bien finie, qui ne sert à rien d'ailleurs, contre des produits, des épices, du bois, je ne sais pas, plein de choses, qui étaient utiles à la Chine des métaux, qui étaient utiles au développement de la Chine. Le problème, c'était un contre-pouvoir qui naissait. Donc, les Chinois ont eu ce courage de détruire la plus grande flotte commerciale du monde. Ça ne s'est jamais vu. Et quand on regarde ça, on peut se dire les Chinois ont le courage de bloquer leur économie 1 an, presque 1 an, on va dire 6 mois, 1 an, pour, en fin de compte, détruire leur concurrence économique et leur montrer qu'on ne délocalise pas de Chine les productions et on obéit à la Chine, on laisse la Chine produire, on laisse la classe moyenne de la Chine s'épanouir et on évite de rapatrier les productions pour pas que la Chine nous fasse une petite révolution. Parce qu'une petite révolution chinoise, c'est assez dur. Je crois que sur la place Tiananmen, c'était 1000 étudiants qui ont été écrasés par les chars, un truc comme ça. Donc vous savez, quand c'est les Chinois, ça va fort. Et ça, c'est un petit truc. Mais une révolution chinoise, c'est des morts. Des milliers de morts, des millions de morts. Donc les Chinois ont vu ça, ils se sont dit, on part, on risque la révolution, si notre classe moyenne baisse énergétiquement, ne peut plus avoir accès à autant d'énergie. Donc on va bloquer l'économie mondiale pour essayer, dans cet élan patriotique, d'empêcher cette révolution à venir en empêchant la relocalisation des productions étrangères de Chine, d'ailleurs. Voir les usines chinoises fermées parce qu'elles se réouvriront dans les pays qui leur commandent les produits. Donc voilà ce qu'a fait peut-être la Chine. Elle a utilisé ce Covid, elle a exagéré ce Covid pour
générer la mort de Trump, qui était son ennemi, son grand ennemi, et voir apparaître le gouvernement Biden, qui a réussi, grâce à ce Covid, à s'imposer alors qu'il était donné perdant avant la crise. Biden, on l'a sorti comme ça, plus personne ne voulait se présenter contre Trump, mais il y a eu ce Covid. Et le gouvernement Biden, ce qu'on peut voir, c'est qu'il fait exactement ce qui était prévu. Ce que j'avais prévu, c'est que les premières choses qu'a fait Biden, c'est de suspendre les aides au pétrole et au gaz de schiste qui sont directement derrière Trump, et justement de faciliter par cela les productions du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Mais derrière ça, Trump dit qu'il veut passer aux énergies propres, éoliennes, solaires, tout ça c'est du pipeau. En vérité, ce qui vient derrière, ce sont les énergies, c'est l'hydrogène et le nucléaire, parce que le problème de l'hydrogène, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, qui est même plus énergétique que le pétrole quand vous l'avez dans un flacon, qui permet de mettre des bidons dans des voitures, et d'avoir ces voitures qui roulent très longtemps. C'est quelque chose d'extrêmement fonctionnel. On sait l'extraire, le problème c'est le coût d'extraction, et ça vaut assez cher, et ça demande énormément d'énergie, et cette énergie, en réalité, ne peut être fournie au niveau national que par le nucléaire. C'est ainsi qu'on va voir arriver progressivement le nucléaire hydrogène, mais qui sera progressivement acheté, créé. Cette énergie va être créée de toutes pièces, puisqu'on n'a pas toute l'infrastructure. Il faut créer des infrastructures pour pouvoir utiliser cette énergie. Et ça, c'est des dizaines d'années. Donc ça commence maintenant. Et pour cela, c'est les actionnaires des pétroles et des gaz du Moyen-Orient qui vont se mettre dedans. Ils vont se mettre dedans parce qu'ils n'ont plus la concurrence des pétroles et des gaz de schiste qui, eux, étaient en train de les écraser. Donc on va voir les pétroles et gaz du Moyen-Orient continuer à produire. On ne va pas arrêter le pétrole du jour au lendemain, mais investir progressivement dans le nucléaire et le schiste. Et l'hydrogène. Et bien sûr, au passage, racheter le pétrole et le gaz de schiste qui va faire faillite, ce qui va leur permettre de se renflouer en coulant leurs ennemis et en rachetant leurs ennemis, puisque le pétrole et le gaz de schiste ne va plus être sponsorisé, ça va être le fiasco total. Mais en fin de compte, c'est une façon pour les pétroles et le gaz du Moyen-Orient qui sont presque taris de racheter ces pétroles et ce gaz de schiste avant de passer au tout nucléaire hydrogène. Donc on voit ça arriver, et on voit que Biden est en train de gagner son combat contre Trump et est en train de monter ce système énergétique. Alors malheureusement, on n'aura pas forcément du plein emploi avec Biden, puisque les accords passés avec la Chine vont être des accords qui vont être faits pour justement ne pas relocaliser, puisque si la Chine a accepté de bloquer l'économie mondiale, la Chine a en contrepartie besoin de maintenir sa production en Chine, et ce que va faire Biden, c'est qu'il ne va pas relocaliser les productions américaines en Amérique, parce que c'est un accord avec les Chinois, chacun fait ce qu'il peut. Trump a été démonté, Trump était quelqu'un qui faisait monter l'Amérique, mais qui faisait descendre la Chine, et la Chine s'est battue pour ne pas s'effondrer et pour effondrer l'Amérique. Il est évident que si Trump avait gagné, le bilan économique de l'Amérique aurait été meilleur que le bilan de Biden, mais on aurait vu une guerre, un effondrement économique de la Chine catastrophique qu'elle ne voulait pas. Donc on voit que c'est des grandes luttes énergétiques mondiales. Donc voilà ce qui se passe actuellement. Je pense que j'ai tout dit sur ce qui s'est passé. Je l'avais dit, vous avez bien vu, Biden suspend les aides au gaz de schiste. L'Allemagne ne va pas mal s'en sortir puisqu'elle va continuer à traiter avec la Chine et la Russie. La Russie ne s'en sort pas trop mal non plus puisque elle a son pétrole, elle a son gaz, elle a son armement et elle laisse la Sibérie orientale en gestion à la Chine. Donc on voit qu'il y a cette grande Eurasie qui est en train de naître. Les grands baisers de l'histoire, on va dire, c'est l'Amérique
l'Amérique trumpienne, donc une partie de l'économie américaine, qui va s'effondrer pour maintenir en vie les actionnaires et les gros groupes qui exploitaient les pétroles et les gaz du Moyen-Orient, qui vont racheter le pétrole et les gaz de schiste, mais on va voir un effondrement un peu des États-Unis. Mais ce qui va se passer, c'est que visiblement, la chance qu'on a dans cette histoire, c'est que Trump, qui avait fait la paix au Moyen-Orient, puisqu'il n'y avait plus de guerre, c'est un des rares présidents américains à ne pas faire de guerre, donc on peut l'appeler Saint Trump, puisque c'est le Saint Trump le pacificateur de ce côté-là. Cette paix que Trump avait mise en place va sûrement perdurer. Alors je ne peux pas prévoir comme ça parce que je n'ai pas tous les éléments, mais va sûrement perdurer parce que la Chine a passé aussi des accords avec l'Amérique, et la Chine va acheter le pétrole du Moyen-Orient en grande quantité pour justement compenser le fait que l'Amérique ne puisse pas relocaliser. Donc ça va remettre de l'argent dans de grosses sociétés qui vont peut-être créer de l'emploi en Amérique, en tout cas générer la nouvelle économie qui vient, c'est-à-dire l'économie nucléaire, hydrogène. Donc la Chine est pour la première fois, achète son gaz et son pétrole, elle l'a déjà acheté, mais va l'acheter en grande quantité. En général, c'est une chasse gardée, ça va plutôt en Europe. Au Moyen-Orient, il y a eu des grands accords qui ont été passés récemment, ce qui est une chose nouvelle, parce que c'est l'Amérique qui traite avec la Chine. La Chine va acheter au Moyen-Orient, alors qu'en général, elle l'achetait de préférence à la Russie, mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va acheter tout autant à la Russie son pétrole et son gaz, ce qui va empêcher les guerres, puisque la Russie est l'allié de la Chine, puisqu'ils vont ensemble créer cette route du Nord-Ouest, et la Russie fournit plein de pétrole à la Chine. Donc c'était l'accord, on coule Trump, ok, mais on achète le pétrole au Moyen-Orient et on continue à acheter le pétrole en grande quantité à la Russie, puisque la Chine est la gagnante, elle est bourrée de dollars, ce qui va faire qu'il n'y aura plus de concurrence entre la Russie et le Moyen-Orient, puisque c'est la Chine qui va s'arranger pour acheter aux deux leur pétrole, ce qui se passe actuellement, et leur gaz, puisque la Chine est montée économiquement, ce qui va justement enlever toutes ces tensions au Moyen-Orient, qui était une tension parce que l'Europe se battait la Russie se battait et avec les États-Unis, on va dire les États-Unis non trumpiennes, pour vendre son pétrole à l'Europe. Et là, on s'en fout, ce pétrole du Moyen-Orient ira en Chine et le développement de la Chine et ira aussi, le pétrole russe ira en Chine et on va voir, avec cette énergie qui arrive, une explosion de l'économie chinoise qui va regorger de pétrole, qui va exploser et qui va essayer d'assurer sa domination sur le monde pour essayer de vivre et de continuer à vivre le plus longtemps possible et après d'essayer de s'imposer encore plus sur l'Afrique pour les matières premières et pour y emmener sa population pour extruder, pour faire sortir les matières premières d'Afrique. Donc on voit que la Chine est le grand vainqueur, la Russie s'en sort très très bien, et en Europe c'est l'Allemagne qui s'en sort bien, puisque elle est en accord avec la Russie qui continuera à lui vendre son pétrole. Ceux qui en prennent pas la gueule en Europe, ça va être les Français. Vous allez avoir une grosse crise économique parce que vous avez pris pas forcément les meilleurs alliés, et vous ne produisez plus d'industrie, donc c'est la merde. Vous allez rester un pays, malheureusement, qui va être un pays de camembert et de vin, où les gens iront voir cette belle architecture, ces beaux paysages, et notre industrie qui est déjà moribonde sera rachetée progressivement par des grosses boîtes mondiales, des actionnaires qui licencieront ce qu'ils veulent pour les rendre plus performantes. Et de toute façon, quand il n'y a pas de boulot, quand vous écroulez, quand le pays s'écroule, tout le monde est prêt à travailler, même pour pas grand-chose, et à se vendre. Donc la France, c'est l'effondrement, et vous allez être dans la merde. Malheureusement, c'est ce qui va se passer. L'Allemagne, elle, s'en sort, puisqu'elle domine l'Europe. La Russie s'en sort, la Chine s'en sort. L'Amérique va avoir une baisse, mais à moyen terme,
elle va réussir à se rétablir très 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 bien, puisque c'était une guerre interne entre les pétroles du Moyen-Orient, les exploitants, et les pétroles de schiste. Donc le miracle trumpien s'est arrêté. Il va peut-être repartir dans 4 ans, mais en tout cas, pour le moment, c'est à peu près ce qui se passe. Les grands vainqueurs, ce sont les Chinois. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question, est-ce que ce Covid n'aurait pas été utilisé? Alors je ne suis pas complotiste, mais je me pose des questions pour détruire Trump et pour bloquer les économies mondiales, pour empêcher les relocalisations en Chine et pour montrer que la Chine est la nouvelle puissance mondiale. Alors le problème de la Chine, c'est qu'elle n'arrive pas à inventer de par sa structure. Elle gère extrêmement bien. Ils sont pas bêtes, mais ils sont tellement bien gérés qu'ils n'ont pas généré cette culture d'invention, de progrès technologique. Ils ont des progrès technologiques, mais ça s'arrête très vite. Ils en font un, ils l'utilisent, et puis après ça gère bien, parce que ils ne sont que rarement dans le conflit, et le progrès technologique est en général généré par le conflit entre hommes, entre puissances qui cherchent dans la technologie toujours un moyen de s'imposer ou de se protéger du voisin. Voilà. C'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.